Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ici, troisième vidéo de cette série Yoga et Tai Chi. Pierre-Yves, je suis donc le créateur de Fighting Flow et j'ai ici Fred qui nous rejoint pour la troisième fois. Bonjour Fred. Bonjour Pierre-Yves, ravi de se retrouver, hein. On devient des vieux habitués. Et oui, oui, donc je suis très content de ce qu'on est en train de faire ici. Une réflexion que j'ai depuis un bon moment, hein. Donc joindre quelqu'un qui a choisi de mettre ou jeter son dévolu sur le yoga. Moi, je l'ai fait sur le tai chi, donc il y a vraiment creusé cette voie pour pouvoir parler des choses qui sont communes et des choses qui le sont moins. Mais je trouve que le chemin est tellement commun entre le yoga et le tai chi, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître, gérer ses émotions, son corps, sa spiritualité. Il y a tellement de choses, et puis c'est très physique aussi hein, dans les deux disciplines. J'avais très envie de pouvoir creuser un peu les thématiques et aussi pouvoir répondre ou aider l'audience, mon audience ici de Fighting Flow, qui se pose ce genre de questions. Donc, quelle est la pratique qui va me correspondre le plus? Est-ce que c'est plutôt le tai chi? Est-ce que c'est plutôt le yoga? Donc cette petite série a vu le jour, troisième épisode aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler un petit peu plus de la méditation. Alors je ne me présente pas trop parce que vous avez ma tête un peu dans toutes les vidéos ici sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube, en sachant que bah, bon, moi mon parcours il est plutôt dans les arts martiaux et dans le tai chi depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. Mais Fred, donc troisième apparition, mais on te connaît moins donc sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu? Oui, certainement. Alors pour les aficionados qui auront vu déjà les deux premiers épisodes, quand même parler de quelque chose d'un peu plus complémentaire de qui je suis aussi. Je suis aussi facilitateur, je suis aussi coach, je suis aussi formateur. C'est comme ça que Pierre et moi, on s'est rencontrés, puis on s'est rendu compte qu'on avait des atomes crochus beaucoup plus vastes encore. à Pratique de yoga depuis à peu près 25 ans, yoga que je partage, je préfère dire, je partage que l'enseignement, que de l'enseigner parce que j'apprends encore énormément au quotidien. J'ai envie de dire que c'est le yoga qui m'a pris, plus que moi qui jetais mon dévolu sur lui, c'est lui qui est venu, Mhm. comment dire, me convaincre de cette beauté. Et, euh, et voilà, vraiment ravi de retrouver tes auditeurs et ta communauté et de partager ce moment de méditation ensemble. Super, oui, moi ça me fait grand plaisir aussi. On a un gros défi, Fred et moi, c'est d'arriver à se limiter au format 30 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à partager et on se stimule l'un l'autre. Donc on va tout de même essayer de rester dans la demi-heure pour parler ici donc du sujet de la méditation. Donc la méditation, je mets juste quelques mots par rapport à la méditation dans le Tai Chi et puis je vais laisser Fred présenter la partie yoga. Donc quelle est la place de la méditation dans le yoga? Je sais qu'on pourrait traiter de ce sujet pendant des heures, mais bon, voilà, il faut segmenter un peu, sinon ça devient trop lourd. Mais donc la méditation occupe une place importante dans le tai chi, comme dans tous les arts martiaux d'ailleurs, par rapport à notamment une gestion du stress et puis un retour à soi. Donc je vais aller un peu plus dans le détail, mais je vais laisser Fred entrer dans le sujet méditation par le yoga, puis j'apporterai ma petite pierre à l'édifice, donc avec la perspective tai chi. Mais la méditation, voilà, fait partie de la plupart des bons arts martiaux. C'est un élément essentiel et donc on va voir pourquoi est-ce que on a besoin de méditer quand on pratique un art martial. Je reviens dans quelques minutes, une fois que Fred a fait sa partie sur le yoga, on voit ça dans le détail. Fred, en yoga, je pense qu'on médite. Tu sais nous en dire plus? Oui, certainement. Je vais revenir à quelques bases pour structurer et cadrer cette approche. Euh, Comme je vous ai dit, moi, mon yoga est avec quelque part 8 marches, un escalier qui fait 8 marches et qui amène quelque part et qui est structuré dans cette idée-là. On a déjà parlé de la troisième marche lors de notre première interview sur la pratique et les postures du yoga. On a parlé de la quatrième marche lorsqu'on a parlé du pranayama. Ici, on va rentrer dans la marche 5, 6 et 7, qui se rapproche clairement des sommets. Et donc, c'est important de garder les pieds sur terre quand on se rapproche de ces altitudes-là. Euh, je vais parler d'un écrit qui fait force, j'ai envie de dire, dans le yoga. Ce sont les sutras de Patanjali. C'est toute une série de petits textes
qui sont un référent pour l'ensemble des yogis. En tout cas, beaucoup d'entre nous s'y réfèrent. Et pour donner une perspective, on parle des asanas, donc des postures, ce que la plupart d'entre nous connaissons du yoga, seulement quelques fois à l'intérieur de ces nombreux sutras. Et par contre, on parle des états mentaux de très nombreuses fois, des dizaines et des dizaines de fois. Ça montre bien l'importance de toute cette dimension, on va dire, que nous regrouperions sous le nom de méditation, euh, qui, bah, comment dire, qui sont les clés d'accession pour les étapes suivantes. Et donc, dans le yoga du petit escalier à 8 marches, euh, la marche 5, on parle des sens, euh, que ce soit nos sens de l'ouïe, de la vision, du goût, du toucher, de l'odorat, qui sont quelque part nos liens entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, ils sont les perceptions qui nous sont données pour pouvoir appréhender le monde. Euh, Ça, c'est quelque part la cinquième marche. Il y a toute cette notion-là. Et puis, on rentre véritablement en ce qu'on pourrait dire en intériorité, hein. On pourrait faire une comparaison avec le zazen. Il y a cette posture assise qui s'appelle le lotus en yoga et qui est travaillée évidemment d'abord sur le plan physique pour que le corps soit confortablement à même de la prendre. Et cette posture, on te dit quelque part dans le yoga que si tu peux la tenir 3 heures en posture de lotus, tu n'as pas besoin de pratiquer quoi que ce soit sur le plan physique, ton corps est prêt pour pouvoir être immobile et à force d'immobilité physique, petit à petit, le mental va s'apaiser, va se calmer et on va dire que derrière ce brouhaha, cette pollution quelque part par le mental de nombreuses pensées, euh, l'esprit apparaît. Un petit peu comme, pour faire une métaphore, le lac qui est agité par le vent ou une pierre qu'on a lancée dedans qui va créer toute une série de vibrations. Et de la même manière, on peut arriver le lendemain et se mettre au bord du lac et c'est un calme olympien et on voit à travers ce lac. Eh bien, quelque part, je considère le mental et la notion de méditation un petit peu comme cette métaphore. Voilà, pour une brève présentation et une approche vraiment très, très, très superficielle de la chose. Ok, d'accord. Merci Fred. On va peut-être réussir à rester en dessous des 30 minutes. Ok, merci à toi. Je suis sûr qu'on va revenir sur le sujet parce que je suis sûr que tu as beaucoup, beaucoup de choses encore à dire et peut-être tu rebondiras sur ce que moi je vais partager ici. Alors, la méditation dans le Tai Chi et surtout pour les élèves ici qui suivent la chaîne depuis un moment, on considère en Tai Chi 3 centres énergétiques importants. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce que je veux rester assis, je ne vais pas vous montrer mon nombril, mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'on médite sur le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Alors, on l'appelle le Tantien, on prend pouce et petit doigt, on prend la main gauche dans la main droite, on joint pouce et petit doigt comme ceci, on fait une coupelle et on vient placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, ce qui correspond, je pense, mais Fred me corrigera après, au deuxième chakra. Nous, on appelle ça le Tantien. Et voilà, Fred confirme, on appelle ça le Tantien. Et en fait, c'est le premier des 3 Tantiens sur lesquels on va se concentrer dans la pratique du Tai Chi. Alors, il y a plein d'autres centres, hein, donc Fred pourra peut-être en parler, des 7 chakras ou plus en yoga. Nous, on commence par se concentrer sur ce point-là. Alors, ce qui est intéressant à considérer, c'est que quand on avance dans la pratique du Tai Chi, on se concentre dans un deuxième temps, il faut compter quelques années de pratique quand même, sur un deuxième centre énergétique qui est au niveau du troisième œil, qui correspond au sixième chakra dans le yoga. Alors, on se concentre également aussi sur ce chakra qui est pour nous le deuxième tantien sur lequel on travaille. Et on va travailler sur la connexion entre les deux à travers le troisième chakra qui est au niveau du cœur. Alors la métaphore ou la symbolique chinoise, c'est que l'homme, avec un grand H, s'étire à la verticale entre le ciel et la terre. Et on va canaliser dans chacun de ces deux tantiènes extrêmes, deux énergies, le chi qui monte du sol, de la terre, qui est féminin, qui est yin,
va monter à travers les jambes et on va le stocker au niveau du deuxième, donc du Tantien, qui est le deuxième chakra. Donc, 3 doigts sous le nombril. On va stocker le Chi qui monte du sol à cet endroit-là. Et on va stocker le Yi qui descend du ciel, qui est l'intention, qui est Yang, qui est structurant, qui est le Père. Cette intention Yi, l'intention, on va la stocker au niveau du troisième œil, ici. Et donc, ces deux tantiènes vont travailler de concert et vont en fait se rejoindre au niveau du cœur, qui est la posture de l'homme avec un grand H qui se tient entre le ciel et la terre. Alors, pratiquement, donc ça, c'est la disposition des trois tantiènes. On travaille principalement pendant les premières années sur le tantien en dessous, donc 3 doigts sous le nombril, parce que ce qu'on a constaté, c'est que les élèves occidentaux ont tellement trop de temps dans leur tête et tellement trop de diaphragme bloqué d'émotions qu'il faut beaucoup mieux venir se concentrer sur le hara, que les Japonais aussi connaissent, hein, le tantien, le chant de cinabre, qui est 3 doigts sous le nombril, et on se concentre là. Qu'est-ce que ça a comme manifestation? C'est qu'en fait, ça fait un peu, c'est mon professeur à l'époque qui m'avait montré cette image et que je trouve vraiment très très belle. C'est comme si vous aviez un bouchon à la surface de l'eau et que on va essayer de descendre ce bouchon le long de l'axe jusqu'au niveau du tantien. Et quand on arrive à avoir son attention posée, non pas ici dans le mental ou dans les émotions, mais au niveau du tantien, on est dans l'observation de ce qui est, dans le non-jugement et dans la perception large et sans se fixer sur quelque chose. Donc on est dans la perception et le non-jugement par le simple fait d'avoir son attention sur le tantien qui se trouve donc 3 doigts sous le nombril. Pour revenir à cette métaphore du bouchon, dès l'instant où il y a un stress extérieur ou une pensée qui passe, pouf, le bouchon est lâché, la tension est perdue au niveau du tantien, pouf, le bouchon va remonter. Et donc ça, c'est un petit peu le travail que l'on a à faire grâce à la méditation, qui est de maintenir ce bouchon, cette attention au niveau du tantien, et que dès l'instant où on relâche notre attention, pouf, le bouchon remonte, on est reparti dans le mental, on est reparti dans les émotions. Donc ça, c'est ce qu'on va pratiquer, c'est connaître ce tantien dans un premier temps et concentrons-nous là-dessus. Connaître ce tantien qui est 3 doigts sous le nombril et maintenir l'attention là le plus souvent possible, en tout cas dans des moments où on dédie de l'attention à cela, peut-être 15 minutes par jour, 5 minutes par jour, pour connaître cet endroit, pour être capable, quand on en a besoin, de pouvoir tirer ce bouchon et le descendre ici pour créer cette capacité de perception sans jugement que je préciserai dans un instant, puisque j'ai deux autres points. Ça, c'était le premier. Mais je voudrais revenir vers Fred pour certainement avoir sa réaction par rapport à ce que je viens de partager. Et puis, je parlerai de ces deux autres points. Fred, à Écoute, toi le... je suis pas persuadé qu'on fera la demi-heure et je pense qu'on devra se restreindre parce que Ouais. tu as senti que je bouillonnais parce que j'avais envie d'intervenir et de rajouter, comment dire, la première chose, c'est passionnant, je découvre, hein, grâce à toi, vraiment en direct, comme certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, la richesse du tai chi et de son approche. C'est vraiment passionnant. Ça m'évoque vraiment beaucoup de choses par rapport à ma pratique, beaucoup de similitudes. Et je vais repartir sur les ponts, comme on en a déjà parlé, parce que j'aime bien les franchir. En effet, Tantiem, deuxième chakra, même combat. En effet, le point entre les sourcils et sixième chakra, même combat. Ensuite, chakra du cœur, quatrième chakra, lieu d'interaction, hein, entre le haut et le bas, et donc de la rencontre entre le ciel et la terre, même combat. Euh, le yoga s'est amusé à mettre 7 chakras, pour dire, et puis c'est vrai qu'on peut trouver dans la littérature plein d'autres, comment dire, nombres, mais faisons simple et restons à 7. Comme ça, on a 7 notes de musique, on a 7 couleurs, c'est 7 jours de la semaine, on peut plus s'amuser comme ça. Cette planète fondamentale aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, le premier chakra qui se trouve au niveau du périnée est super important au yoga parce que dans la spiritualité, il y a un serpent qui est endormi et qui est levé à la base de notre colonne vertébrale. Et une grande partie du travail est d'aller réveiller quelque part ce serpent
et de réussir à le faire, comment dire, danser, un petit peu comme ces cobras et ce flûtiste, pour le faire monter le long de la colonne vertébrale pour aller réveiller, entre guillemets, la belle princesse endormie, tout à l'intérieur, au sommet. Et donc ce premier chakra est clairement relié à la terre, même chose. Et pour faire simple, le septième chakra, on va dire, est relié aux cieux. Mhm. Mhm. Entre les deux, il y a toute notre réalité humaine qui va être travaillée. Euh, dans ma pratique, je me concentre beaucoup sur le premier chakra parce que, comme je l'ai dit en intro, c'est important d'avoir les pieds sur terre. C'est important d'avoir la tête dans les étoiles pour le sixième chakra, et même le septième, plus exactement, et surtout d'avoir le cœur ouvert. Toute la pratique reste exactement la même à ce niveau-là, de pouvoir, on va dire, mélanger ces énergies. Maintenant, il y a une différence que je trouve qui est notoire et qui m'interpelle. Euh, En yoga, on parle de Ida et Pingala et Shushumna. Alors, pour ceux qui voient la symbolique du caducée, de l'ancien caducée, avant qu'il le transforme, le premier caducée, on va dire les caducées anciens, il y a deux serpents qui se croisent, comme ceci, autour d'un bâton. La symbolique dans le yoga est que un serpent se nomme Ida et l'autre serpent se nomme Pingala. L'un est polarisé, on va dire, négatif, féminin, yin, d'une certaine manière, et l'autre est polarisé yang, positif, masculin, pour faire simple. Lorsque ces deux polarités majeures que nous retrouvons dans le yoga s'équilibrent, à ce moment-là, l'axe central se révèle Mhm. se réveille et se révèle. Voilà Mhm. un petit peu le cheminement proposé du yoga par rapport à cela. Mhm. Euh, et donc, dans la logique de la pratique, eh bien, comme dans le tai chi, comme je l'ai compris, on se concentre d'abord sur le tantiem de base au niveau du trois doigts sous le nombril, qui est le lieu du deuxième chakra. Mhm. Ben, nous, on est encore, entre guillemets, un peu plus basique, parce que sans réveil du premier, le deuxième, il n'est pas très bien équilibré. Et Mhm. Mhm. donc, pour faire 2 secondes d'éthologie, parce que ça m'a énormément éveillé de comprendre cette simplicité-là, chez les animaux, pas de territoire, pas de reproduction, donc pas de sexualité. Mhm. Le premier chakra est lié avec le territoire, la sécurité ontologique intrinsèque. Et Mhm. donc, il est bon de s'installer d'abord dans celui-là pour doucement réveiller ce fameux serpent Mhm. qui, évidemment, lorsqu'il va monter et s'activer, va réveiller le deuxième chakra qui, Mhm. tourné vers l'extérieur, s'appelle la sexualité, tourné vers l'intérieur, s'appelle la créativité, parce qu'ils ont cette double fonction, tous ces chakras, bien évidemment. Euh, voilà, et le chemin d'éveil est d'amener ce serpent ou ces équilibres de ces deux serpents, Ida et Pingala, euh, jusqu'au sommet pour Mhm. aller réveiller ce chakra couronne, ce septième chakra qui est l'éveil, qui est le pays des Bouddhas, qui est cette notion de nirvana qu'on a tous entendu, qui est le palier de la huitième marche, le bout de l'escalier quelque part, Mhm. l'objectif. Pour peu Mhm. qu'on se pose en objectif, je préfère me poser en chemin. Donc voilà l'approche, on va dire, et de pont et de différence Mhm. qui est passionnante, je trouve, entre Mhm. ces deux pratiques. D'accord. Ok. Merci Fred pour l'ajout. C'est notre défi, hein, on l'a dit, on n'y arrivera pas. Je préfère l'abandonner directement. Mais bon, tenons-nous quand même à un timing. Le serpent qui tourne autour du bâton, dans les deux sens, c'est aussi le symbole de la pharmacie, hein, c'est le symbole de Mercure. Et Mercure qui est le messager des dieux. Et donc, il fait le lien entre l'Olympe et nous, terriens. Euh, Mercure, Hermès, le messager. Donc, intéressant parce que j'ai malheureusement aussi été creusé de ce côté-là. Il y a tellement de... C'est extraordinaire les passages que l'on peut trouver entre les différentes philosophies au niveau mondial. Parfois parce qu'il y a eu des contacts entre les différentes civilisations et parfois simplement parce que le bon sens ne laissait pas le choix, en fait, que de trouver ces rapports symboliques. Et donc, ce rapport entre l'eau et le sol et le ciel, avec
la transmission entre les deux, le passager et le messager entre les deux. Bon, revenons à nos moutons. Tantien, Tai Chi, deuxième partie. Donc, on a vu la première partie qui est de voir les trois étages. Et je simplifie ici parce qu'en médecine chinoise, vous avez aussi l'axe vertical, vous avez aussi le périnée, vous avez tous les différents éléments, mais on doit se limiter. La deuxième chose que je voulais partager par rapport à la méditation ici spécifique au niveau du tai chi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand on se concentre sur le tantien, donc trois doigts sous le nombril, et qu'on revient à soi, et on crée, on descend le bouchon, et on crée un état physiologique de perception sans jugement. Alors, je vais être très pratique maintenant dans ce deuxième point. Le tai chi est un art martial. Et donc, la capacité à se concentrer sur le tantien et à garder en fait une perception sans jugement est une des manières très pratiques que les pratiquants d'arts martiaux utilisent pour éviter l'effet tunnel. Alors là, je vais être très très pratique. En situation de stress, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à quelque chose, un stimuli extérieur, donc une situation, un stimulus extérieur, une situation que vous ne maîtrisez pas, qui est en l'occurrence ici potentiellement l'agression, une agression de quelqu'un envers vous, eh bien, il y a énormément de chances que le stress montant, la pulsation cardiaque augmentant, l'effet tunnel se crée. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet tunnel en très, très, très résumé? On a une concentration physiologique de phénomènes qui nous rendent plus à même de nous battre, hein, soit de fuir, soit de rester gelé et de faire le mort, soit de lutter. Un des gros désavantages de ce mécanisme naturel, c'est que la vision, le champ de vision se réduit très très fort et on crée ce qu'on appelle une vision tunnel. Alors j'en discute beaucoup avec mes connaissances dans les forces spéciales. On travaille là-dessus notamment par rapport à la situation de tir, hein, prendre la décision de tirer, réagir quand on se fait tirer dessus, etc. Donc ça, ils utilisent ce genre de réflexion aussi à très très haut niveau. L'effet tunnel est un vrai problème. J'en discutais encore ce week-end. C'était fascinant d'ailleurs comme conversation. Comment est-ce qu'on se déplace dans une maison quand ils font une perquisition et que derrière chaque porte se cache potentiellement quelqu'un qui attend avec une arme? Comment est-ce qu'on gère le déplacement en équipe dans un bâtiment? Eh bien, ils doivent travailler ouverture du champ de vision, concentration sur un point déterminé. Tout de suite pouvoir réouvrir, regarder gauche-droite et garder la perception des autres autour de soi. Et puis se concentrer sur un point très serré. Donc il y a une nécessité dans une situation martiale d'être capable de gérer son état émotionnel, même si la situation est très tendue et notamment de limiter cet effet tunnel et de pouvoir garder une visibilité autour de soi et de garder un esprit détendu. Comment est-ce qu'on peut pratiquer ça avec le tai chi en se concentrant sur le tantien? Comme dans tous les arts martiaux qui ont fait ça correctement, on crée un espace dans lequel qu'on connaît bien, qu'on cultive tous les jours, un peu comme un endroit dans lequel on peut aller se réfugier, qui est le tantien et qui fait que si je suis soudainement confronté à quelque chose de difficile à l'extérieur, je sais que j'ai cet endroit où je peux me concentrer et où je vais pouvoir retrouver une capacité d'observer ce qui se produit sans jugement, de garder un champ de perception le plus large possible, parce que c'est à ce moment-là que je peux être créatif, et c'est à ce moment-là que je peux voir, plutôt que de voir 15 centimètres de carré devant moi, d'avoir une perception beaucoup plus large pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir voir une porte de sortie, pour pouvoir voir euh, une possibilité de faire de la de-escalation, hein, par exemple, puisque Fred et moi, on travaille beaucoup sur la gestion, le judo verbal, hein, la capacité à interagir avec intelligence au niveau de la communication pour éviter une dégradation de la situation. Eh bien, cette capacité à aller dans son tantien, à garder une perception large, à ne pas se figer sur quelque chose, ni une option, ni un langage, ni une insulte, ni un interlocuteur, mais de rester large dans les possibilités, dans le champ des possibles, eh bien, ça peut se faire si on a créé, cultivé cet endroit au niveau du tantien, cet endroit d'y aller, cette habitude d'y aller, et qu'en situation de stress, on ne doit pas inventer quelque chose, on sait qu'on retourne au niveau du tantien et alors on reste dans la perception et dans l'ouverture d'esprit par rapport à ce qui pourrait se produire plutôt que de se figer sur quelque chose, de le tenir à tout prix et d'éliminer en fait toute une série de possibilités beaucoup plus intéressantes. Fred, est-ce que tu veux rebondir sur mon deuxième point?
Oui, je remarque que je me suis pacifié quelque part, tu vois? J'ai quand même pratiqué pas mal de judo et d'aïkido et aujourd'hui ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je pratique le yoga et le yoga n'a n'a ch si je dis: «Il y a rien de martial», j'espère que ta communauté, réagira et que certains y trouveront, un parallèle ou un pont avec, le côté martial parce que dans le peu de connaissances que j'ai, du Tibet et du bouddhisme, je sais que certains moines voyageurs pratiquaient, le judo qui vient de par là pour entre autres, pouvoir voyager de manière assez sûre sur les chemins, donc il y a quand même des ponts, mais voilà, je vais pas trop aborder là-dessus, ça me passionne. Je vais plutôt aussi amener mon concret, Mmh. par rapport à comment je pratique et comment je partage ou j'enseigne. C'est le b.a-ba de la méditation parce que pour beaucoup d'entre nous, occidentaux, c'est assez barbare cette méditation pour ceux qui n'ont évidemment que peu ou pas de pratique et donc j'ai tenté de simplifier le plus simplement possible le processus et le protocole proposé. Alors bien évidemment, après une séance de yoga où on a travaillé beaucoup les postures, on invite le corps à venir s'asseoir, comme je dis, dans l'immobilité. Mais sans une conscience de corps, ben, il n'y a pas de corps assis. Voilà. Et donc, il n'y a pas un réceptacle. Et donc, il n'y a pas ce jardin secret qu'on peut travailler à l'intérieur, comme tu m'en parles aussi. Euh, la notion d'ancrage du premier et du deuxième chakra jusqu'au troisième, entre guillemets, qui se trouve, lui, un peu en dessous du plexus solaire, on va dire au niveau de l'estomac, qui est l'affirmation, enfin, qui est le moi, d'une certaine manière. Ces trois premiers étages ne forment qu'un, et le centre en étant le deuxième chakra. Il est évident que le hara, je conscientise très bien pour de temps en temps avoir le luxe d'y être. Et en termes occidentaux, je dirais que c'est ce qu'on pourrait appeler, et on utilise ce terme en coaching, la sécurité ontologique. C'est-à-dire, en moi, j'ai développé un sentiment profond de sécurité, hem, sur lequel je peux me baser, sur lequel je peux me référer, sur lequel je peux, comment dire? Y rentrer et m'y installer et c'est un véritable jardin secret en sécurité totale à l'intérieur de moi que je transporte tous les jours. Je n'ai besoin d'aucun support extérieur pour le pour comment dire? Pour qu'il soit avec moi. Hem, donc la première chose quand on est assis, j'invite les gens à se concentrer sur le ressenti corporel, simplement. Première étape, qui raconte quelque part les asanas, les postures de notre premier dialogue. Hem, la deuxième étape et on s'en sert énormément et ce fut la raison de notre deuxième conversation, c'est la fameuse respiration. Cette respiration nous relie, on va dire, entre quelque chose d'assez, volatile qu'on pourrait appeler l'esprit, et de quelque chose d'assez dense, d'assez matériel qu'on pourrait appeler le corps. Et cette respiration, on y a tous accès, on la ressent et on a le luxe de pouvoir, utiliser ce fameux diaphragme en version volontaire, donc choisir de l'activer et par ce biais-là, en se concentrant simplement sur le va-et-vient de la respiration avec 1000 et une techniques que je ne vais pas développer ici sur les techniques de respiration pour rentrer plus facilement en méditation. On va relier ce corps à l'état mental que l'on va explorer d'une certaine manière pendant la méditation. Donc, on va utiliser ce liant, cet intermédiaire quelque part, hein, pour faire un pont avec Hermès, qui est la respiration, pour aller, comment dire, conscientiser ce corps et garder le lien avec ce corps. Et à chaque fois, on aura potentiellement le besoin d'y retourner. Et puis après, on laisse quelque part le mental agir et on part en observation du mental. C'est-à-dire que tout l'art, au départ, sur le plan mental, c'est se désidentifier de ses propres pensées. Il faut savoir que pour certains hindous, plutôt qu'indiens, hindous donc plutôt l'aspect un peu plus spirituel et religieux, la pensée est un sens. Ils la considèrent comme le sixième sens. Mmh. Nous, on a fait un petit dérapage suite à Descartes et une mauvaise compréhension de Descartes il y a quelques centaines d'années du je pense donc je suis. On s'identifie énormément à la pensée et c'est, je pense, un de nos gros travers occidentaux, avec tout l'avantage de la rationalité, mais tout l'excès de cette rationalité. Et lorsque nous arriverons à garder cet état d'observateur, observatrice, observatrice, observateur de l'état mental, et se désidentifier des pensées, et pour ce faire, on a besoin de l'ancrage du corps, on a besoin de la respiration parce que, bah, bien évidemment, je suis extrêmement identifié à mes pensées et l'accroche ou la force des pensées va
attirer ou absorber ma conscience d'une certaine manière. Et par ce biais-là, beh, c'est tout le travail de la dimension, dhyana, dharana, qui sont les étapes, de la 6e et la 7e marche du yoga, pour installer cet état d'observateur, observatrice, où je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Je suis ce qui est capable de penser, de ressentir et de vivre, voilà. Et quand cet état-là se stabilise, hein, ce qui est quand même très honnêtement assez rare, malgré ma pratique, ça reste des moments de grâce, hein, clairement. Hem, eh bien, il y a la conscience de l'esprit qui descend sur nous, tout simplement, voilà. Ok, ok. Merci Fred. Euh, je t'écoutais et je me disais qu'on a certainement encore 2 épisodes à faire. J'annoncerai un peu, je brainstormerai rapidement avec toi, parce que je pense à 2 sujets qu'on va encore couvrir en fin de vidéo, mais voilà. Terminons sur le sujet ici de la méditation. Merci à toi pour l'apport, tellement de choses à partager, tellement de choses avec lesquelles je suis d'accord et qui se retrouvent, hein, qui sont vraiment des parallèles avec le Tai Chi. On a vraiment, vraiment énormément de choses qui sont très complémentaires. Le troisième et dernier point que je voulais partager ici par rapport à la méditation dans le Tai Chi, qui est assez spécifique et qui est, on va revenir vers le corps. Après, on parlera rapidement aussi de ta retraite hein, que tu proposes au Maroc, puisque c'est encore d'actualité au moment où on enregistre ici les vidéos et vous allez avoir les premières vues. La dernière grand point que je voulais partager, le dernier grand point que je voulais partager avec vous par rapport à la méditation, c'est que quand on va pratiquer la forme, donc pour tous les élèves qui suivent ici sur la chaîne YouTube la première section, vous avez pour rappel la deuxième et la troisième section sur Patreon, plus du contenu, tous les contenus sans publicité sur Patreon, le lien est ici en dessous. Quand vous apprenez la forme, on va à un moment se concentrer sur le placement du bassin. Et une des choses que l'on va régulièrement faire pendant la pratique de la forme de Tai Chi, c'est faire un lien entre le bassin et le genou. Alors je sais qu'en Aikido, on parle de la fermeture des kois, c'est-à-dire dans la position de l'archer, le moment où on s'oriente avec quand on a un pied vers l'avant et un pied vers l'arrière, hein, donc cette position d'engagement avec un partenaire en face de soi, on va tourner le centre, donc le tantien, et le centre, le bassin va s'orienter vers l'adversaire, classique dans la plupart des arts martiaux. Donc on a un pied en avant, un pied en arrière, mais le bassin n'est pas de côté. Le bassin doit s'orienter vers l'adversaire. La force est dans le tantien, la force est dans le bassin, et donc on oriente le bassin vers son adversaire. Eh bien, pour bien orienter son bassin dans l'apprentissage de la forme, on va parler de la connexion entre le tantien et le genou, et le pied, et la source bouillonnante, le point 1 du rein qui se trouve sous le pied et qui collecte le chi qui monte à travers la jambe, qui passe à travers le genou qui passe à travers le tantien, qui va monter le long de la colonne vertébrale, donc éveiller le serpent, pour arriver jusque au niveau du sommet du crâne, et donc également retrouver la notion de levée verticale. Donc, comment voulez-vous connecter votre genou avec votre tantien si vous ne savez pas où se trouve le tantien? Et donc, le tantien, la méditation, c'est ce moment où je vais préciser ce point que je vais pouvoir utiliser après dans l'apprentissage de la forme pour pouvoir connecter correctement mon bassin, mon tantien, à travers mon tantien vers le genou et créer cette structure verticale qui me permet de faire monter le chi à travers donc tout ce pilier euh, qu'est la jambe jusque dans le bassin et puis pouvoir après être transmise dans les mains par exemple si j'utilise les mains dans ma gestion de mon adversaire ou de mon collaborateur, comment on pourrait l'appeler. Mais donc tout ça passe par le tantien. Voilà, Fred, je t'interdis de réagir ici, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, si tu as quelque chose à ajouter ici, c'est avec plaisir, mais je voudrais qu'on ait le temps de partager un petit peu sur ta retraite que tu organises au Maroc, parce que j'imagine qu'il y aura de la méditation hein, à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait.
alors je vais pas pouvoir m'empêcher, tu vois? Je sais. On a des postures tout au début en asana qui sont, qui s'appellent Virabhadrasana, qui sont la posture du guerrier. Et il y a tout un travail au niveau du bassin avec une jambe devant, une jambe derrière, avec justement un pivotement du bassin. C'est juste génial, tu vois, Ouais, de similitude. Voilà, donc je m'arrête à ça. très bien. Oui, bien sûr, dans cette retraite de quelques jours qu'on organise fin mai au Maroc, de yoga, il y a bien évidemment du postural, il y a de la respiration, il y a de la méditation, il y a des techniques de relaxation profonde pour aller explorer quelques états assez amusants, plus plein de surprises qu'on a créées parce qu'on a Essaouira et Julie, qui est la co-organisatrice, connaît assez bien l'endroit et elle a des petits endroits pépites, comme elle les appelle, qu'elle va nous faire découvrir. Enfin voilà, tout ça va être vraiment très chouette. Et oui, bien évidemment, comment dire? Une retraite aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc sans méditation, non, pas d'accès à l'esprit, donc fondamental, ouais, certainement. Ok. Merci Fred. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les dates? Donc, ça c'est en mai, hein? Oui, Rappelle-moi les dates. alors c'est du 26 mai au 29 mai, c'est 4 jours, sur place. Bien évidemment, pour ceux qui veulent, ils peuvent allonger avant ou après. Et la retraite en elle-même, c'est 4 jours ensemble. À Essaouira au Maroc. Et alors, si je me souviens bien, tu as un lien, une page Facebook sur laquelle on peut trouver toutes les informations. Oui, tout Et à fait, je vais te l'envoyer et comme ça pour que tes auditeurs, téléspectateurs l'ont en lien. ouais, Et voilà, en cliquant dessus, vous aurez toutes les infos, simplement. d'accord. Ok, super. Je mets tout ça dans les commentaires ici en bas. Alors, si vous avez des remarques, des questions par rapport au yoga, par rapport au tai chi, je vous invite vraiment à placer vos questions, vos remarques dans les commentaires ici en dessous. On vous remercie déjà beaucoup pour votre attention. Moi, je sais que j'ai envie de couvrir encore certains sujets yoga tai chi. Pour juste en citer quelques-uns, je sais que toi, tu m'avais interpellé par rapport au mudra. Et donc, moi, je pense que ça ferait une très chouette vidéo. Je pense qu'on va parler médecine, à un moment Mmh. médecine ayurvédique ou médecine indienne et médecine chinoise, même si ni l'un ni l'autre ne sont médecins, mais ancrage du yoga dans l'ayurveda ou dans la médecine traditionnelle indienne, ainsi que la médecine chinoise pour le tai chi, le lien est très, très, très étroit, donc très fort. Donc, on va certainement trouver le moyen de discuter de ça. Et alors, je voudrais aussi qu'on parle des contes et légendes Mmh. qui tournent autour de la pratique et du yoga et du tai chi. Donc, certainement encore 3 vidéos que l'on va pouvoir mettre à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Fred, encore pour ta présence. Merci, merci beaucoup. À tout bientôt. Avec grand plaisir. Merci de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo et la partager, ça m'aide beaucoup. Et alors, si vous voulez soutenir la création de ce contenu, eh bien, vous avez le lien Patreon ici en dessous qui vous permet alors de faire une donation et pour pouvoir soutenir la création du matériel ici de Tai Chi et de Qigong que je partage. Mais vous trouvez aussi la deuxième section, la troisième section, la série énergie, toute une série de contenus absolument sans publicité sur ce compte Patreon. Encore un grand merci pour votre attention et Fred, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.